Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Je marche pour que le sang humain cesse de couler dans notre pays. Je marche pour que le droit constitutionnel de manifester pacifiquement au Cameroun soit respecté. Je marche en solidarité avec les déplacés internes et les réfugiés de la crise anglophone. Là sont quelques motivations du père Ludovic Lado. Le prêtre jésuite, a décidé d'entreprendre à pied à partir de mardi 12 octobre 2020 une longue marche individuelle entre les villes de Douala et Yaoundé. Cet ardent défenseur de l'alternance politique, comme il se définit lui-même, a tenu à rappeler dans sa lettre ouverte aux Camerounais que, je le cite, « Je ne marche pas pour demander le départ de ceux qui sont au pouvoir ». Fin de citation. 24 heures après son départ de Douala, la marche du père Lado sera stoppée net aux environs d'Edea, chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime. Et il sera conduit à Yaoundé, puis ramené à Douala. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Ludovic Lado, au-delà de la marche. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Fotine Zodou. Bonsoir Fotine. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et ainsi au peuple camerounais connecté actuellement à Equinox Soir. Voilà, Fotine Zodou, je rappelle que vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Exactement. Bonsoir Dr Luisa Isomba. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes. On verra tout à l'heure qu'entre l'autorité de l'État et la liberté individuelle, à un moment donné, on va se demander si on peut retourner à un état de nature ou à un état de droit. À côté de vous, Maître Augustin Gueffa, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les panélistes. Je dirais spécialement bonsoir à tout le peuple de l'Ebialem qui souffre parce que partir de Tchang pour atteindre Allo, c'est tout un calvaire. Pour 26 km, il faut 8 heures. Je dis courage au sous-préfet de Fongo-Tongo qui est rendu comme tout le bas peuple là-bas. Merci. Voilà, Maître Gueffa, avocat au barreau du Cameroun. En face de vous, c'est Dr Patrick Riffoué. Bonsoir. Patrick. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et aux nombreux téléspectateurs de ce programme. Je profite de 7 minutes que vous m'offrez pour saluer l'accession à la tête de l'Organisation internationale de la protection civile de notre compatriote Maria Touyap. Et également, je voudrais faire un salut tout républicain aux forces de défense et de sécurité qui sont engagées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment celles qui sont engagées dans le département du Lébialem et qui ont, il y a quelques jours, neutralisé le pseudo-général Aïké. Voilà. Je reste avec vous, Patrick Riffoué. Dites-moi, est-ce que le père Lado représentait une menace? Y avait-il trouble à l'ordre public? Trouble à l'ordre public. Écoutez, le père Lado a émis un vœu, c'était celui de marcher pour se rendre à Yaoundé. Et vous savez, la Bible parle de la foi. La foi qui, si vous me permettez de paraphraser, est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. En décidant de marcher pour se rendre à Yaoundé, c'était bien effectivement un acte de foi. Et la foi a son pendant. Le pendant de la foi, c'est la charité. La charité, c'est être capable de secourir, d'apporter secours, assistance à son prochain. Dans le cas-ci, Ludovic Lado a eu la foi, il voulait se rendre à Yaoundé et il s'est trouvé qu'il y avait des âmes charitables qui lui ont permis de rallier Yaoundé très rapidement, c'est-à-dire en lui permettant... Effectivement, c'était des âmes charitables. Est-ce qu'il a demandé, il a dit qu'il effectuait son à pied, il n'a pas demandé qu'on le
le mettre dans le cadre de la police, un pick-up de la police. Vous savez très bien que c'est bien cela la charité, c'est-à-dire que ôter la souffrance qu'il y a dans la démarche du prochain. Dans ce cas, ça aurait été pénible pour notre prélat de faire tout ce chemin. C'est à peu près 250 km à pied. Donc, il voulait rallier Yaoundé. Il avait la foi pour rallier Yaoundé. Il y a eu des âmes charitables qui lui ont permis de rallier Yaoundé en un laps de temps beaucoup plus bref que prévu. Donc, je pense qu'on n'a pas à s'étendre davantage là-dessus. Maître Gefag. C'est Jalin. Un prélat qui est stoppé, on va le dire comme ça, dans son pèlerinage, comme il a dit. Je suis convaincu. Moi, j'ai cherché un élément de foi sur l'habillement de mon ami personnel, Dr Rifoui. Je n'ai pas vu. Donc, je crois que sa foi, il a eu la Bible ce jour. Il a trouvé le mot Bible dans le mot foi dans la Bible. Non, il ne faut pas banaliser cet événement ainsi. Je crois pour caricaturer et lui permettre d'être convaincu et d'être ce qu'il est. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un personnage qui est là. Ce n'est pas le docteur Rifoui que je connais. Un jésuite, il est à l'image de marque Toyota, la Lexus. C'est-à-dire, c'est le best-seller de l'affaire. Un jésuite qui prend l'exemple de se comporter, de s'aliéner son corps pour demander aux êtres humains qui gèrent la société de traiter en tout habitant, de traiter en tout citoyen ce qu'il y a de plus normal, ce qu'il y a de plus sérieux, ce qu'il y a de plus cher. De telle sorte que ce soit M. Rifoui, qui ne voit plus que la foi aujourd'hui, si c'est lui qui était placé dans cette situation, que la solution aurait été la même pour tout le monde. Que veut le Père Lado? Le Père Lado a posé ces éléments et il a dit: je me donne en chair et en os, parce que vous avez commencé avec Dieu. Je me donne en chair, en os et en sang pour franchir, pour porter ma propre croix. Mon distingué ami Rifoui, lui, il n'assume rien. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien aliéner pour sauver les autres. C'est pourquoi il banalise et il croit que c'est la foi. Il croit que c'est la musulmane. L'acte du Père Lado, pour tout être normal, pour tous ceux qui nous gèrent, je sais que tous les dimanches, ils sont à la cathédrale à Yaoundé, ils doivent se remettre en cause le dimanche prochain, lorsqu'ils vont s'habiller et sortir de chez eux pour dire « je vais à l'église ». Ils vont revoir d'abord le Père Lado. Et s'ils sont convaincus qu'ils ne sont pas en harmonie avec le Père Lado, qu'ils n'aillent pas à l'église. Leurs femmes doivent leur dire sincèrement, c'est de mauvaise foi que vous allez. C'est comme si on vous demande de vous préparer pour prendre la communion. Que veut le Père Lado? Au-delà des marches, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est la marche qui nous intéresse? Non. Je vois autre chose. Les étudiants ont marché. Les avocats ont marché. Les commerçants ont fermé boutique. Les chrétiens. Ce qu'il y a de best-seller chez les catholiques, ça marche. Qu'est-ce que tout cela réclame? Il manque quel corps de métier? Il manque quelle structure dans la société qui ne s'est pas encore fait entendre pour dire ça va mal. L'armée, vous voyez tous les jours, ils écrivent, ils ne sont pas contents. La police, pareil. J'ai vu M. Bina du MRC ici sur ce plateau dire qu'il a été arrêté par un commissaire de police alors qu'il marchait. Ce policier l'a regardé et lui a dit: va chez toi. Et que, souvenez-vous, j'avais dit, en ce qui concerne la marche, tout le monde marche. Même M. Rifoui qui est là maintenant, très calme, ça marche dans sa tête. Il se demande comment je vais prendre pour que le RDPC qui m'a délégué ici comprenne que je suis en train de jouer le jeu. C'est-à-dire que vous êtes devenu un joueur. Vous êtes devenu un jouet. Vous n'êtes plus vous-même. Ça marche en vous. Le RDPC marche en Rifoui. Alors que vous devez être vous-même. Il faut que vous puissiez vous dire: si mon enfant qui est décédé, moi aussi j'en ai perdu. Si les conditions étaient saines,
nous serions heureux. Ça marche dans votre tête. Au-delà de la marche de le Père Lado, toute cette douleur-là, je vous vois déjà méditatif. C'est de ça qu'il s'agit. Sortez de votre état captif. Revenez sur terre et vivons notre Cameroun. Sincèrement. Disons, il y a des choses qu'il faut gérer. Je suivais encore dimanche le professeur Messanga Nyamdim. On a même dû lui dire que mais, vous avez oublié votre position. Il dit non, il faut le dire. Ça marche dans le RDPC. À tous les coups, ça marche. Il n'y a pas que le Père Lado. Il n'y a que des insensés maintenant, ou bien certains qu'il faut évangéliser autrement, pour leur dire le pays va mal. Et très, très mal. Au-delà de cette marche, c'est les impôts, c'est l'argent qui n'existe plus dans ce pays. Les fonctionnaires vont bientôt se mettre en rang et marcher sérieusement. Dans 6 mois, on verra. Parce que depuis au moins 8 mois, on n'entend plus les subventions sont venues d'ici, de la gauche ou de la droite. Or, c'était la vache à lait. Voyez-vous, un ministre a dû sauvegarder ces 75 millions de francs dans son coffre-fort sous son lit. Ce sont ses propres serviteurs de tous les jours qui ont volé. Il n'a pas confiance aux banques. Il n'a pas confiance en l'État. Il garde chez lui. Il sauvegarde la dernière chose. Pour résister, pour ne pas dire pour subsister, il y a problème. Au-delà de la marche du Père Lado, c'est la misère qui est installée. Et cette misère, tout le monde connaît la cause. Il faut qu'on sorte de là. Je crois que c'est cela, ces gens-là. Voilà, docteur Louison Isomba, au-delà de la marche, comme c'est intitulé là, le Père Lado, qui est-il? Est-ce que ce sont ses positions sur la gouvernance Cameroun qui ont conduit à ce qu'on a vu hier? Qui est le Père Lado? Est-ce qu'il fait peur? C'est Jean Lautou. Le Père Lado, avant d'être un prêtre jésuite, est d'abord un citoyen. Et quand on parle de citoyen, cela veut dire que c'est quelqu'un qui est formé, qui connaît les réalités du cadre social dans lequel il évolue. C'est quelqu'un qui, pour avoir des ouages chaque jour, je ne sais pas si c'est le dimanche ou le samedi qu'il tient ses messes, connaît et rencontre les souffrances des citoyens au fil du temps. Vous savez également dire que le Père Lado, c'est quelqu'un qui, vous savez, un peu comme Jésus-Christ, qui porte la croix, un peu comme Jésus-Christ, qui porte la hutte sur son dos, et hutte dans laquelle on déverse un certain nombre de problèmes qui minent la société. Donc voilà un peu l'image que je rejette sur ce monsieur, qui est un prêtre jésuite, qui a donc décidé de marcher. Et vous savez, la marche a un double caractère, un caractère humain et un autre caractère divin. Parce que, au fond de ce caractère divin, on se rend bien compte que Père Lado se met dans une sorte de pèlerinage. Et vous savez, quand vous êtes un pèlerin, contrairement à ce que venait de dire tout à l'heure le docteur Ifoué, vous n'avez pas besoin de la charité. Parce que seule la pénitence renforce cette foi. Parce que quand ça devient charitable, cela veut dire que vous pouvez, on ne va pas dire que 2500 francs manquaient à Père Lado de prendre le bus d'ici pour Yaoundé. Donc quand on se met dans une logique de pénitence, on exclut l'idée de charité. Et Père Lado pose donc des problèmes clairs de la société. Et la question que vous posez avant de rentrer en plein dans le sujet, mais en opposition, à vive opposition, l'état de droit est l'expression des libertés. Ce qu'on doit savoir, c'est que ici, nous avons Père Lado, personne individuelle, qui met donc en œuvre ses libertés individuelles, à savoir la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté d'opinion, et même la liberté religieuse, parce que n'oublions pas, c'est un prêtre. Et quand nous prenons les différents aspects, on sait généralement que la liberté individuelle est opposée aux libertés collectives, c'est-à-dire les libertés de réunion, d'association, ainsi de suite, de grève syndicale, ainsi de suite. Alors, quand nous prenons dans le registre, parce que là, moi, je ne veux pas parler comme un politicien, je parle en technicien du droit, on se rend bien compte que nous sommes dans un régime que je qualifierais de régime répressif, c'est-à-dire où la liberté, la mise en œuvre de la liberté, c'est le principe, et la restriction de la mesure de police, l'exception. Je prends un exemple simple. Si le prêtre Lado décide d'aller sur Yaoundé, il met en œuvre d'abord sa liberté d'aller et venir. Et maintenant, en mettant en œuvre cette liberté d'aller et venir, c'est le principe
il n'a pas demandé une autorisation préalable, ou il n'a pas demandé une déclaration, il n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable. Et il met en œuvre sa liberté. Bon, imaginez-vous que, en marchant, arrivé avant Edea, le prêtre Lado aurait coupé par exemple des arbres, fermé la route. Là, il porte atteinte à l'ordre public, bien que mettant en œuvre sa liberté individuelle. Or, dans le cas de l'espèce, on se rend bien compte que le prêtre a fait sa marche dans la tranquillité. Il a d'abord mis en œuvre sa liberté religieuse, parce qu'il pense. La liberté d'opinion, il a dit que je marche parce que je suis un fervent défenseur de l'alternance, mais ce n'est pas trop ça mon problème. Je marche parce qu'il y a du sang qui est versé. Je marche parce que les autorités de police administrative ne respectent pas les libertés qui sont prévues par la Constitution. Je marche également parce qu'il y a trop de sang qui est versé et on a des réfugiés camerounais qui sont ailleurs. Et c'est pour la raison, c'est ce qui justifie, qui font la raison de ma marche. Alors on se rend bien compte que le prêtre Jésus de Lado, ici là, on peut donc questionner deux critères pour essayer de tirer la cloche, pour essayer de tirer le résultat. On fait donc à cette marche du Père Lado deux types de contrôle. Un contrôle d'opportunité et un contrôle de proportionnalité. Le contrôle d'opportunité, c'est quoi? Est-ce que le citoyen est libre de mettre en œuvre sa liberté individuelle, puisque nous sommes dans un régime répressif? Oui. Donc, il a donc l'opportunité de la mettre en œuvre. Donc, sur la question de l'opportunité, du contrôle d'opportunité, il ne se pose pas un problème. Nous prenons le deuxième type de contrôle, qui est le contrôle de proportionnalité. Est-ce que la marche faite par le prêtre jésuite Lado, Ludovic, est de nature à apporter ou à tenter à l'ordre public? Alors là, la question donc est simple. La réponse est aussi simple. Sa marche n'a aucunement porté atteinte à l'ordre public. Donc cela veut dire que quand on se résume sur ces deux critères de contrôle, il s'agit là d'une arrestation arbitraire qui porte atteinte à sa liberté et à sa dignité, qui sont d'ailleurs des libertés qui sont sérieusement protégées par la Constitution. Je finis donc pour dire quoi? Je finis pour dire que, vous savez que Lado, avant d'arriver à Edea, est porté par notre police. Il est transporté, vous l'avez dit si bien à votre propos d'entame, il est transporté, il est arrivé à Yaoundé. Et les autorités de Yaoundé ont dû se poser les questions de savoir, mais qui a ordonné l'arrestation du prêtre? Et c'est donc pour dire quoi? D'où la nécessité qui a justifié son retour sur Douala et le père pourquoi ne pas le ramener où on l'a prié? Qu'il continue ça. Non, même quand on l'a bien ramené sur Douala, il a annoncé qu'il va reprendre tranquillement sa marche. Donc c'est pour dire quoi, Serge Alontou, au-delà de la marche, cela veut dire que nous sommes ici à la primauté justement de l'état de droit sur l'état de nature, sur l'état de police. Parce qu'on doit comprendre une seule chose, c'est que le régime répressif, qui est un régime en réalité qui privilégie un peu l'individu sur la société, parce que c'est le régime préventif qui privilégie la primauté de l'État sur un ensemble d'individus, parce que les individus qui sont constitués ne sont pas au-dessus de l'État. Mais puisque la volonté de l'homme, c'est-à-dire que dans le contrat social, est de construire l'État, donc en ce moment-là, on se rend bien compte que, en réalité, l'arrestation de Père Jésuite Lado nous interpelle dans la nécessité de comprendre qu'il y a des problèmes au Cameroun, qu'il faille que nos dirigeants et gouvernants s'asseyent et essayent de penser et réfléchir. De penser et de penser. Penser avec parce que l'État du Cameroun est malade. Et maintenant, penser avec eux, parce qu'il faut maintenant réfléchir des stratégies de négociation, de retour à la paix, parce que nous sommes tous épris de paix. Fosine Zodjo, le père Lado disait comme ça qu'il marche aussi pour la libération de toutes ces personnes détenues depuis, qui ont été interpellées, arrêtées, avant le 22 septembre et même après. Vous savez, en fait, ceux qui suivent le père Lado sur sa page Facebook depuis des années savent que c'est un artisan de paix. Il a toujours voulu la réconciliation, il a toujours prôné. Je me rappelle, c'était au mois de février, et on lui avait taxé d'ethno-fasciste quand il était rentré dans son village pour faire certains rites traditionnels, bien qu'étant prêtre. On lui a dit, voilà, c'est parce que c'est un Bamileke. Il a dit justement, je le suis. Mais si dit que je suis Bamileke, c'est du tribalisme, ça voudrait tout simplement dire que accepter
qu'on est nègre, c'est du racisme. Il a interpellé Aimé Césaire pour dire, cher aîné, voilà ce que les Africains sont restés dit de ta pensée. Les gens ne peuvent plus s'offrir une conscience communautaire. Et Père Lado, au-delà de sa marche, a toujours exprimé sa volonté de voir construire dans son pays un état de droit. Parce que bien qu'étant prêtre, ça veut dire qu'il y a un ensemble de valeurs qu'il défend. Et parmi les valeurs que prend n'importe quel type de religion, il y a la liberté. Il n'y a pas une religion quelconque qui demande que les gens restent en captivité. Il n'y a pas une religion qui enseigne qu'on empêche aux gens de s'exprimer, qu'on empêche aux gens de marcher, qu'on empêche aux gens de penser. Et vous voyez dans le cas du Père Lado, c'est encore plus violent dans la mesure où on ne voudrait même pas qu'il émette une opinion, qu'il pense même qu'il a envie de la liberté. Parce que contrairement peut-être à d'autres marches qu'on pouvait attribuer un caractère de trouble à l'ordre public, la marche de Père Lado, ça dit que quand moi j'ai vu son arrestation, je me suis même dit que ce régime est dans une sorte de tentative de rendre célèbre tous ceux qui essaient d'être contre lui. Parce que je ne comprends pas comment on peut arrêter un prélat en cours de route parce qu'il dit aller à Yaoundé. Il n'a pas dit qu'il allait à Yaoundé demander à Paul Biya de quitter au palais. Il a même dit que le départ de ceux qui nous dirigent actuellement n'est pas son affaire. C'est le sang qui coule qui lui pose problème et qu'il pense, dans la foi qu'il partage, s'il aurait été peut-être musulman, il aurait peut-être kamite ou bouddhiste, dans la foi qu'il partage, il a cru à un instant qu'il peut s'offrir en sacrifice, peut-être selon le principe de ses enseignements, pour que les choses soient résolues au Cameroun. C'était aussi simple que ça. Alors quand j'écoute par exemple le docteur Louis Essomba, le docteur Rifoué, Patrick, autant pour moi, dit qu'il a bénéficié de la charité du gouvernement, j'ai envie de dire que sur ce plateau, enlevons d'abord son titre de docteur et appelons-le tout simplement Rifoué, parce que là il perd totalement le caractère scientifique et je me demande comment ces étudiants le regardent sur ce plateau et comment est-ce qu'ils vont le recevoir demain en amphi. Moi ça me dérange un peu beaucoup lorsque dans notre pays on n'a jamais voulu être sérieux et même ceux qui sont chargés de l'éducation et de l'initiation de la jeunesse à la science continuent à faire preuve, je ne sais pas, de roubladise l'engagé au point de qualifier l'arrestation d'un prélat sur la route de Yaoundé comme une charité offerte par le gouvernement. Revenant par exemple sur le docteur Louis Essomba qui dit justement qu'à Yaoundé, Louison Essomba, autant pour moi, à Yaoundé, on aurait demandé qui a arrêté le prêtre et pourquoi. C'est peut-être pour cette raison qu'on a ramené le prêtre à Douala. Et ça me rappelle ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Dans ce pays, certains de nos autorités, certains de nos commissaires, de nos gendarmes, de nos commandants, certains sont tellement zélés où ils pensent à chaque moment donné fabriquer son propre prisonnier. Je ne sais pas si c'est pour créer une célébrité, parce qu'il arrive parfois dans ce pays qu'on arrête des gens sans qu'on ne demande qu'on les arrête. C'est-à-dire qu'un commissaire peut demander comme ça, que oui, arrêtez-moi ce pré-là, il va nous dire où il va, ramenez-le à Yaoundé pour qu'on l'enferme. Mais à Yaoundé, là où on va l'enfermer, on pose la question de savoir, mais qui a demandé qu'on l'arrête? La preuve en est, on le ramène à Douala, il dit, je vais encore marcher. Pourquoi ne pas parler chez lui, installer un dispositif sécuritaire comme on le fait actuellement chez le président Maurice Kamto, le président élu en dehors de toute fraude électorale? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne peut pas l'encercler? Pourquoi on ne peut pas encercler son domicile? Parce qu'il dit, je vais encore marcher. Ça traduit ici le caractère violent de notre gouvernement. À un moment donné, c'est comme si ce régime n'a même pas envie de gouverner des hommes. C'est comme s'ils ont besoin des animaux dans l'enclos Cameroun afin de poser des actes sans qu'on ne les pose, sans qu'on ne les demande de donner des réponses, sans qu'on ne les demande de rendre compte. Parce que quelqu'un dit il y a le sang qui coule. Justement, le sang coule, tout le monde voit. Le sang coule, tout le monde voit. Il dit les gens souffrent. Justement, les gens souffrent, tout le monde voit. Ceux qui essaient de dire qu'ils ne souffrent pas sont des menteurs. Nous sommes tous sur ce plateau. Personne ne me dira qu'il a satisfait la rentrée scolaire de ses enfants avec sourire. On peut aller vérifier. Personne ne le dira. Parce que c'est difficile. Avant d'arriver ici, nous sommes passés par des carrefours. Nous avons vu la misère avant de venir. Alors Père Lado dit, je vais marcher si cela peut cesser. Si ma foi en Dieu. Parce que lui croit à cela. Il pense que ce sacrifice peut apporter un plus, peut toucher peut-être le cœur de ceux qui nous gouvernent. C'est ce en quoi il croit. C'est la liberté religieuse, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de croire, c'est la liberté fondamentale.
Mais même cela, dans notre pays, on ne peut pas bénéficier. Ça veut dire que ce que ce régime a besoin, c'est de gouverner les moutons. On a besoin que les Camerounais soient des moutons, que ce soit une colonie de moutons, des personnes qui ne s'interrogent pas, qui ne se questionnent pas, qui ne posent pas de débats, qui ne demandent pas qu'on rende compte, qui ne demandent rien, qui regardent faire, qui souffrent et se taisent. Que ce soit des personnes qui meurent et se taisent, qui peuvent supporter le sang. C'est comme ça que ce régime perçoit désormais la société camerounaise. Ok. Patrick Lifoué, ma question reste, est-ce que le père Lado représentait une menace, des troubles à l'ordre public? Écoutez, avant de répondre à votre question, permettez-moi de réagir sur ce que je viens d'entendre. Oui. Le gouvernement camerounais souhaite diriger les moutons. Je suppose que M. Nzodjou Fotsing est un mouton et que donc c'est un mouton qui s'adresse au peuple camerounais. Ah ouais. Je pense qu'il y a des propos qu'il faut se garder de tenir. C'est un langage dont vous êtes coutumier au RDPC, au MRC, traiter les Camerounais de moutons, traiter les Camerounais de chèvres. C'est un langage qui ne nous honore pas. Quand on vient sur un plateau comme celui-ci, on s'adresse à des concitoyens, vous ne les animalisez pas. Donc, de grâce, il faut arrêter avec ce langage-là. Ce d'autant que si vous considérez que les Camerounais sont les moutons, vous êtes le premier mouton. Moi, je ne me considère pas comme un mouton. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est sur un plateau comme celui-ci, il faut avoir un peu de tenue. Donc, quand vous avez votre tour de parole, on le respecte comme vous respectez celui des autres. Ça ne sert à rien de chahuter. Vous aurez la parole tout à l'heure, vous aurez le loisir de vous exprimer comme vous le souhaitez. La troisième chose, c'est que je constate qu'il y a un discours convenu qu'on tient de manière systématique. Le père Lado n'a pas été arrêté, jusqu'à preuve du contraire. Il a été conduit à Yaoundé et ramené à Douala. Je ne pense pas qu'à l'heure où il se trouve, il soit dans un poste de gendarmerie ou dans un poste de commissariat. Je dis, et je maintiens ce que j'ai dit. Est-ce qu'il a demandé qu'on le conduise à Yaoundé? Qu'il l'ait demandé ou pas, vous savez, la charité, on ne vous demande pas forcément. Oui. Je veux qu'on soit. Non, le père Lado a dit qu'il marche. Il part de Douala pour Yaoundé. Il n'a pas demandé qu'aux environs, aux encablures d'aider à qu'on le prenne pour Yaoundé. Oui, mais qu'on le ramène. Effectivement, et des âmes de bonne volonté ont considéré qu'on pouvait lui faire la courte échelle et l'ont conduit à Yaoundé et l'ont ramené gracieusement à Douala. Maintenant, sur le fond, oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit, oui, le sujet, ce n'est pas simplement le père Lado. Le sujet, ce sont les suites de l'appel à l'insurrection lancé par le MRC, appel à l'insurrection. Non, le père Lado dit qu'il ne marche pas pour... le père Lado, mais je vais vous démontrer tout à l'heure qu'il y a un double langage dans cette façon de présenter les choses. Le même père Lado a dit explicitement sur sa page, si vous avez fait un tour, vous vérifiez, ces publications sont encore là, qu'il soutient la marche du 22. Et deux des revendications qu'il porte sont les mêmes revendications qui sont portées par Maurice Kamto. Autre chose qui n'est pas une simple coïncidence... Dans le Nord-Ouest ? Oui. Et le code électoral. Oui, voilà. Autre chose qui n'est pas qu'une simple coïncidence, le père Lado a marché quand? Mardi. Oui, il est parti de Douala mardi. Voilà. Or, si vous vous souvenez bien, la coalition autour de Maurice Kamto a décidé de manifester tous les mardis. Maintenant, la mayonnaise ne prend pas. Je constate que lui, il a quand même décidé de marcher ce jour. Donc, nous, au RDPC, nous considérons que ce sont les suites de cet appel à l'insurrection qui prennent d'autres formats. D'ailleurs, ce prélat, pour qui j'ai du respect, malgré sa réputation sulfureuse qui est due à son passage à l'université catholique où il a fait l'objet d'un certain nombre d'accusations, il lui appartiendra d'en répondre, malgré un certain nombre de posts à caractère suprémaciste qu'il a fait sur sa page, il lui appartiendra également d'en répondre. Moi, j'ai du respect pour ce prélat, qui est également un homme de science. Ce que je considère, c'est que cette démarche-là, qui consiste à soutenir de manière implicite l'appel à l'insurrection du MRC, soutenir une démarche qui est une démarche éminemment insurrectionnelle, je considère que cette démarche-là n'est pas une démarche responsable. Maintenant, le père Lado... Mais pourquoi il est donc libre?
Mais le père Lado, comme tous les Camerounais, sont libres. Non. Oui, Vous oui. dites qu'il soutient la Bien démarche sûr. insurrectionnelle. Il soutient la démarche insurrectionnelle de Pourquoi Maurice il est Kamto. donc libre? Mais je vous ferai remarquer que tous ceux qui soutiennent la démarche insurrectionnelle de Maurice Kamto ne sont pas emprisonnés à l'heure qu'il est. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas libre. Ah bon. Voilà, il a Donc, apporté son soutien. on a interpellé le père Lado aux environs d'Edea, on l'a conduit à Yaoundé. On l'a conduit à Yaoundé. On sait pertinemment qu'il soutient l'appel à l'insurrection. On le ramène à Douala. Pas mal de personnes qui ont été interpellées avant le 22 et après le 22 ont été libérées. Donc le père Lado a été gentiment conduit à Yaoundé parce qu'on estimait qu'en allant à pied, ça lui aurait pris beaucoup plus de temps. Il a été ramené à Douala. Moi, ce que je considère, c'est que les actions qui sont menées par le MRC sont des actions qui ne sont pas responsables. Je vous ferai remarquer que 2 jours plus tôt, des activistes de la base MRC ont interrompu une messe dans une paroisse en France en s'en prenant à la famille d'une ministre de la République. Je n'ai pas entendu le père Lado moufter. Il paraît que c'est le chevalier de la veuve et de l'orphelin. Je ne l'ai pas entendu faire le moindre commentaire sur cet acte qui est un acte inacceptable, qui est un acte innommable et qui est un acte répréhensible. Il n'a pas dit mot. Bon, quand vous êtes l'apôtre de la paix, vous interpellez quand même ces individus qui ont commis un acte comme celui-là. Au nom de quoi, dans cette République, parce qu'on est du gouvernement, sa famille ne doit plus avoir la quiétude? Faut-il que ceux du RDPC s'en prennent également aux familles des membres du MRC? Non, nous disons que ce n'est pas ça la République. La République, c'est le débat public. Le débat public s'exerce ici. Certains le font avec des noms d'oiseaux, avec des arguments ad hominem. Cela ne nous intéresse pas. Nous voulons rester dans un cadre qui est un cadre républicain. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau, je le réitère ici. Moi, j'invite les gens du MRC à revenir au sein de la République. Parce que la République, ce n'est pas l'insurrection. La République ne confond pas les arguments et les injures. La République, ce ne sont pas les imprécations. Et la République, ce n'est pas un monde imaginaire, fantasmagorique, dans lequel aujourd'hui il va y avoir un assaut contre la résidence de Maurice Kamto. Demain, il y a une caméra imaginaire qui a été placée pour tracer tout le monde. Après-demain, il y a une perquisition qui va avoir lieu. Des inventions à n'en plus finir. Ce n'est pas ça la République. Pardon, il y a beaucoup interpellé le MRC. Vous ne pouvez pas laisser après 15 fois prononcer le nom de mon parti politique. Permettez. Maître Ngefa. C'est Jalin. Oui, il y a cette situation. Il dit que c'est la suite normale. Il voit cette interpellation, l'appel à l'insurrection. Il trouve que pour lui c'est normal. C'est Jalin, je vais commencer par la fin de son propos. J'ai vu, il aime beaucoup Dieu. Il connaît beaucoup l'histoire de Dieu, l'histoire de l'Église. Mais il oublie que le Fils de l'homme, en son temps, avait chassé les mécréants du temple. C'est la belle histoire. J'aime ce type d'histoire. Si vous vous souvenez de ce que le Fils de l'homme avait chassé les mécréants du temple, vous comprendrez pourquoi l'être humain, petit Jésus à Paris, a demandé à tout ce beau monde de sortir. Donc je crois que là-dessus, vous ne ferez plus de commentaires. Nous sommes unanimes sur cette histoire. Nous aimons bien cette page. De deux, je ne crois pas que vous ayez les éléments suffisants pour lier Ludovic, le père Ludovic Lado, au parti politique MRC. En tant qu'homme de science, ce que vous devez m'enseigner, moi, petit étudiant devenu avocat, c'est du haut de votre science d'utiliser les mots, le vocabulaire approprié. Parce qu'en réalité, quand je suis entouré des docteurs, je me fais tout petit. Parce que chez moi, ce sont les sachants. Je viens apprendre. Alors, si vous faites comme ceux qui utilisent les dictionnaires dans leur chambre pour concevoir les réponses, et lorsqu'on leur tend le micro, ils confondent 32 à 500, ça fait problème. Donc, de grâce, aidez-nous à reconnaître que vous êtes des grands hommes. Dans ce sens, troisième observation, en tant qu'académicien, je préfère l'utiliser ainsi, lorsque vous utilisez le mot insurrection, je ne sais pas si c'est la sociologie, je ne sais pas si c'est le droit, je ne sais pas si c'est l'histoire,
Je ne sais pas si c'est la simple littérature. Pour moi, lorsque vous utilisez insurrection, petit juriste que je suis, je place ça sur le plan de la protection des droits de l'homme. Et je vois l'influence du droit pénal au Cameroun sur les droits de l'homme. Je parcours un peu mes lectures, je vois le professeur Mukwache dire au Cameroun, le droit pénal ne fait pas du bien aux droits de l'homme. Et pourtant, ça chante. Troisième chose, le père Lado qui marche. Au-delà de sa marche, je vois le professeur Achille Mbembe qui s'engage après 2 mois. Tout le monde connaît son agenda dorénavant pour les 2 mois, vous le savez, à réunir toute la diaspora camerounaise pour leur dire, vous devez marcher. Nous sommes accrochés et nous attendons sa part de marche. J'ai vu qu'un des adeptes bons critiques a félicité l'une de ses nominations comme entrée à l'Académie des arts et de la culture aux États-Unis. Ça fait du bien pour le Cameroun. Nous sommes heureux de le savoir, professeur Achille Mbembe, même si pour l'heure, c'est un passeport international bien diplomatique d'un autre pays qui vous fait voyager. D'ici peu, vous l'aurez, parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour libéraliser les choses, c'est pour rendre cela fluide. Je dirais plutôt que la marche du père Lado, ça continue, ça apaise les cœurs des militaires, ça apaise les cœurs des policiers. S'il n'y avait pas des hommes qui expliquent, qui parlent tout doucement, je suis convaincu que ces bourreaux qu'on a envoyés dans ce pick-up de la police allaient le saisir, je préfère utiliser ce petit vocabulaire, allaient le saisir à EDA pour aller le représenter à Yaoundé, aux décideurs. Parce que c'est ça. On l'a amené à Yaoundé pour le présenter aux décideurs. Nous avons attrapé l'être. Le voici. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont vu le conflit diplomatique entre l'État du Vatican et le petit Cameroun. La seule chose qu'il fallait faire pour ne pas créer une autre difficulté, parce que nous en avons déjà assez, c'était de le ramener à la base. Même étant arrivé à la base, le droit pénal s'en est mêlé. Il a passé 5 heures à la police. Et si vous êtes encore dans vos sens et non un personnage du RDPC, vous devez comprendre que lorsque on vous retient à la police pendant 5 heures, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas la foi. On est en train de vous torturer psychologiquement. On est en train de vous enquêter. Et si on vous enquête, bon, ça c'est le jargon. Moi j'utilise le mot. Vous supposez ou alors c'est est-ce que vous pouvez vous appliquer? Comme disait l'américaine, je parle. Canaille? Sure. Ok. Comme j'étais disant que lorsqu'on vous retient à la police au Cameroun pendant 5 heures, ce n'est pas une partie de bière, comme toi et moi nous le faisons quelques rares fois. Ça ne doit pas choquer. Hein. Nous sommes entre nous les Camerounais. Ce que nous cultivons, c'est amener les policiers à ne plus blesser les autres Camerounais. Soyez calme lorsque vous avez un Camerounais que vous ne comprenez pas très bien son comportement. Retenez-le, questionnez-le pour comprendre son comportement. Ce n'est pas la chicotte, ce n'est pas l'arme, ce n'est pas la voiture, ce ne sont pas les mots blessants ou choquants qui vont lui retirer sa nationalité. Non. Ce que nous faisons ici, c'est pour aider les Camerounais à se regarder droit dans les yeux. Comme je te regarde et je te dis, okay, je respecte ton titre de docteur. Lorsque tu viens, reste docteur. N'aliène pas le titre de docteur dans les éléments politiques. Non. Nous, en famille, on te regarde autrement lorsque tu ne réponds plus en homme de science. Merci. C'est de cela. Voilà. Docteur Luison Isomba, dans ce climat qu'on connaît, est-ce qu'on avait besoin de cet épisode-là du père Lado? Alors, moi, je pense que pour rester toujours dans la dimension technique, parce que j'aime le clamer, je ne suis pas politicien. Non, si j'avais analysé les faits. Si j'avais le climat sociopolitique qu'on connaît à l'heure actuelle au Cameroun, est-ce qu'on avait besoin de cet épisode encore? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je vais vous dire,
Si l'État du Cameroun, du moins nos forces de sécurité et de défense qui ont arrêté Père Lado, étaient dans un élan de charité, on aurait pu le ramener à Douala et non le transporter jusqu'à Yaoundé. Ça veut dire que c'était comme pour dire, voici, alors l'homme qu'on vous apporte sur un plan, non, qu'est-ce qu'on en fait? On aurait pu simplement le ramener à Douala. Mais en l'amenant jusqu'à Yaoundé, on l'a arrêté avant Edea. On le ramener à 60 km de moins, mais on l'envoie à 200 km en plus. Donc, ça permet donc d'analyser l'option qu'ouvre M. Ngefa, le maître Ngefa. En réalité, c'est Jean-Laurent patate chaude. En réalité, c'est Jean-Laurent Auto. Même le juge camerounais, notre juge, a souvent protégé avec force et témérité l'exercice des libertés fondamentales, surtout celle d'aller et venir. Et même celle d'opinion, celle de la liberté religieuse. Parce que dans la liberté d'aller et venir, qui est d'ailleurs la liberté fondamentale, parce que après le droit à la vie, on sait que l'une des libertés de l'être humain, c'est la liberté d'aller et de venir. Et quand on vous empêche d'aller et venir, ces gens-là, on met ça à la limite d'un crime aux lois, j'allais dire, liberté fondamentale. Et le juge Lopoten dans l'affaire Obameteme Joseph. Le préfet du département du Thème interdit au Obameteme Joseph de venir faire une campagne d'évaluation dans son département de commandement. C'est-à-dire, le gars a annoncé qu'il va arriver un peu comme là de l'affaire. Je vais aller à Yaoundé. Le préfet lui dit non. Il a l'information, lui dit non. Même, tu ne dois pas séjourner ni paraître au département du Thème. Et le juge a estimé que le préfet avait la portée atteinte à une liberté fondamentale, qui est celle d'aller et venir. Je pense que c'est la même chose qui s'inscrit dans la logique du Père Lado. Quelqu'un qui vous annonce faire une marche, il n'a pas besoin d'un acte de charité. Il n'en a pas besoin, il n'en a que cure. Parce qu'en réalité, en s'engageant vers la pénitence, parce que pourquoi choisit-il la pénitence? La pénitence, c'est une épreuve dure, difficile. Parce que pour Père Lado, en marchant de Douala pour Yaoundé, il a la sensation de ce que le Dieu, puisque les hommes ne peuvent plus résoudre cette guerre au nord et au sud, il a la force et la foi de penser que seul Dieu pourra résoudre le problème. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand tu t'attaques à l'homme, tu t'es attaqué à un être sacré qui est plein de dignité, qui est plein d'humanité. Alors c'est donc pour dire quoi? Pour dire simplement que ces gens-là autour, n'essayons pas de faire des rattachements ou des ramifications qui ne tiennent. C'est quelqu'un qui met en œuvre sa liberté individuelle, il se fait arrêter et il fait presque 5 heures de temps dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Ce n'est plus normal. Donc je dis que, quels que soient les rattachements que l'on peut faire, moi je reste strictement sur le plan de l'analyse scientifique et je pense que là, il y a une atteinte. Et la preuve qu'on le libère, c'est qu'il y a eu justement, comment dire, la primauté de l'état de droit sur l'état. Voilà, continuez rapidement avant le vote. Oui, ça vous voulez réagir? Vous avez dit que le MRC a été plusieurs fois. Il a cité le MRC, il essaye de joindre ce parti dans tous ses discours. Je ne sais pas quel est le problème particulier qu'il a avec le MRC. Justement, je comprends le jeune, quand on lui demande de revenir sur l'homme de science qu'il est et de ne pas venir sur ce plateau, essayer de faire comme s'il n'avait jamais été dans une salle de cours. En effet, dit que le Père Lado est en train de suivre les pas du MRCC, attaquer presque toute l'église catholique, parce que ce n'est pas la première fois que dans ce pays, les hommes de Dieu essaient de prendre des initiatives. Et quelque part, j'ai comme l'impression, et je pense même que c'est ça, ces gens du RDPC ont envie d'embrasser le Cameroun. Parce qu'ils font tout pour embrasser le pays. C'est-à-dire qu'ils font tout pour augmenter les conflits. Embrasser, vous voulez dire? Oui, embrasser autant pour moi. Même là où il n'y a pas de problème, ils viennent créer un problème. Même là où il n'y a pas de guerre, ils viennent créer une guerre. À chaque fois, quand les gens s'expriment, ils ne voient que la terreur, la destruction. Ils ne voient que l'insurrection. Tellement le mot insurrection est devenu présent dans leur bouche que même si tu tousses, ça sort bizarre, on va dire tu veux détruire le Cameroun, tu veux déjà lancer l'insurrection. C'est gênant. C'est gênant parce que on se dit, ailleurs les gens évoluent. J'ai vu
un pays hier comme l'Éthiopie. Quand j'étais au lycée, on m'appelait Éthiopien parce que j'étais un peu plus mince qu'aujourd'hui. Je vois le même pays développer les TGV. Mais chez nous, les gens se contentent du mot insurrection, juste parce qu'on demandait les comptes. J'ai vu les pays lancer les satellites dans l'air pour conquérir l'espace spatial parce qu'ils veulent aller au-delà de ce que nous sommes. Le Cameroun est resté à l'époque où il faut protéger le pouvoir. Je me dis que les 38 ans de ce parti du renouveau n'a été efficace que dans la protection du pouvoir. Et ça se passe parce que j'appellerais la clochardisation de la classe intellectuelle, où on invite les docteurs, les professeurs sur les plateaux de télévision, on enlève leur casquette d'homme de science et on leur attribue le rôle du militant. Ils commencent à raconter des choses comme si demain matin ils n'ont pas rendez-vous avec les étudiants. Parfois en écoutant, je me dis, en écoutant, que certaines personnes, comme je l'ai dit sur ce plateau, n'ont pas envie de gouverner les hommes. Je le dis parce que les actes que posent parfois les dirigeants de ce pays sont à nature, à demander à ce que les Camerounais ne soient plus des hommes. Et lui, il a dit que j'ai traité les Camerounais de moutons. Encore une fois, merci. C'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Nous vous parlerons de ces marchands d'illusions qui ont réussi à escroquer des centaines de millions de francs CFA auprès des Camerounais. Une nouvelle affaire scandaleuse, similaire à l'affaire de Mida dans la ville de Douala, enquête exclusive à suivre dans le journal de 20h. Alors que les forces de sécurité et de défense brandissent le corps d'un chef de groupe armé comme un trophée de guerre sur le théâtre de la crise anglophone, des caches d'armes ont été découverts dans le Mungo et à Douala. C'est toujours l'insécurité grandissante. Les populations se plaignent de l'absence de patrouilles de police et également leur faible présence dans les lieux où des agressions se multiplient à ciel ouvert. Nous en parlerons dans quelques instants. Et dans la page internationale, une nouvelle attaque terroriste enregistrée au Mali pendant que la commission électorale indépendante dit être prête en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. Qu'en pense l'opposition? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Madame, Monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir, et dans une trentaine de minutes, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie du maître Augustin Gueffac, docteur Patrick Griffoué, Fautine Zodjou et le docteur Luison Essomba. Docteur Luison Essomba, des armes, fussent-elles artisanales, dans le Mungo, alors que on voit ce qui s'est passé ces derniers temps, l'insécurité et le Mungo, qui est aussi limitrophe, un département limitrophe à la région du sud-ouest. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Bien entendu, ces gens-là autour, avec la montée d'une bande autoproclamée, les microbes, qui usent de cette délinquance criminelle pour instaurer un climat, pour s'aimer un climat de peur et une psychose à l'endroit des populations, je pense qu'il faut féliciter la gendarmerie du Mungo. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le commun de mortel n'arrive pas à bien faire la différence entre une arme normale et une arme blanche. C'est-à-dire que quand on vous la pointe, ce qui est évident, c'est qu'on vous tient en respect. Et donc, ça veut tout simplement dire que c'est une très belle action qui est menée. Je pense que quand la police mène de telles actions de prouesse héroïque, cela mérite d'être également... la gendarmerie surtout. Oui, la gendarmerie surtout. Donc, c'est avec cette montée de la criminalité qui atteint des proportions inquiétantes, saisir de telles armes blanches, je pense pour ma part que c'est un acte héroïque. Et que... C'est des armes à feu, artisanales. Oui, des armes à feu artisanales, mais bon, on les range généralement dans les armes blanches, puisque c'est des armes à feu, mais comme ce n'est pas des armes qui sont assimilables aux armes normales, naturelles, ou du moins conventionnellement reconnues, c'est pourquoi on les met dans la logique des armes blanches. Alors, c'est là pour dire que c'est la bienvenue, et d'ailleurs tout à l'heure, Cédric nous fait là très bien faire le rapprochement, c'est-à-dire qu'avec le Boya à côté,
Et bien entendu, le Cameroun qui est justement dans une croisée des chemins au niveau de son plan sécuritaire. Donc moi, j'estime qu'il s'agit d'un acte héroïque et que nos forces de défense poursuivent dans cette même lancée. Docteur Rifou. Bon, écoutez, je pense que il faut saluer cette action-là qui rentre dans les missions classiques des forces de défense et de sécurité. C'était une unité, ce n'était pas vraiment une usine telle que je l'ai entendu, c'était une unité de fabrication artisanale. Historiquement, il y en a eu beaucoup dans les régions de l'Ouest et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avec la crise liée aux problèmes anglophones, le gouvernement a fait en sorte que ces unités cessent de fonctionner. On découvre là que certaines unités ont continué à fonctionner de manière totalement clandestine. Et je salue cette action qui a visé à identifier cette unité et à mettre fin à son fonctionnement, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de risques qui sont liés au fonctionnement de ces unités artisanales. C'est qu'elles sont susceptibles d'alimenter les bandes armées sécessionnistes qui sévissent dans le département frontalier. Elles peuvent et elles alimentent même classiquement la grande criminalité, parce qu'un certain nombre de délinquants utilisent plutôt ces réseaux pour acquérir des armes à feu. Lorsqu'ils ne peuvent pas accéder, ils les acquérir dans les circuits qui sont des circuits plus conventionnels, c'est-à-dire passer par une armurerie, parce que là vous avez une procédure qui est une procédure dans laquelle vous avez une enquête de moralité, et effectivement, si vous n'offrez pas un certain nombre de garanties, vous ne pouvez pas acquérir cette arme. Mais dans ces circuits-là, vous pouvez parfaitement avoir une arme à feu à 100 000 et à 50 000, et vous allez vous retrouver avec des individus, effectivement, dans la ville de Douala, qui vont les utiliser. Nous avons un camarade qui a été récemment braqué. Les braqueurs avaient une arme à feu, donc on peut supposer que ces actions-là, ces actions-là sont de nature à faire baisser la tension qu'il y a dans la ville de Douala en termes d'insécurité, parce qu'effectivement, avec le banditisme en bande organisée, ce qu'on appelle classiquement les microbes, avec le développement du banditisme en bande organisée, il faut craindre que ces bandes organisées-là commencent à accéder aux armes à feu, ce qui augmenterait leur niveau de dangerosité. Voilà. Faustine Zodjou, on sait que le département du Mungo, il y a souvent eu ces derniers mois des incursions des bandes désarmées venues du département de la région du Sud-Ouest. Avec ce démantèlement-là, les populations peuvent dormir tranquilles. Bon, je ne pense pas que le type d'armes que je vois certains sécessionnistes du Sud-Ouest utiliser seraient des simples armes fabriquées comme ça à base des barres de fer. Donc je pense que ce type d'unité, ou du moins ce type d'usine... Non, au départ, c'était quand même des armes artisanales. Oui, ça dit les choses ont évolué. Les choses ont évolué aujourd'hui. Oui. Je pense que ce qu'il faut beaucoup plus craindre, ce sont ces petits malfrats qui tendent souvent ces armes dans les maisons de nuit pour agresser, parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé. C'est cela qu'il faut beaucoup plus craindre, parce qu'on sait que dans le Mungo, le banditisme est souvent beaucoup évolué, et la plupart des armes même utilisées par des bandits, des voleurs à Douala pour procéder aux agressions viennent souvent de ces régions-là. Donc moi je ne pense pas qu'il faut à chaque moment essayer de faire des rapprochements à la hâte. Les armes artisanales, c'est parfois des petits trucs. Moi, parfois, on m'a tendu, il m'est arrivé qu'on me tende une arme et puis je commence à douter s'il y a une balle à l'intérieur, parce que je regarde. C'est tellement archaïque. Oui, dans la nuit, ça dit comme pointe. C'est tellement archaïque dans la nuit. Tu te dis, mais est-ce qu'il peut avoir une balle dans cette arme? Tu as envie de résister. Pour moi, c'est vous avez envie de résister. C'est la grande criminalité. C'est la grande criminalité. En fait, je n'avais pas cédé. Puis justement, il n'y avait pas de balle à l'intérieur. C'était des trucs tissés au quartier avec des balles de fer. Généralement, il faut craindre la grande criminalité, parce qu'ils utilisent ces armes-là. Au début, on parlait d'une usine, mais parfois, tu vois, ce sont des papas. J'ai grandi, on a vu des unités comme ça dans nos villages à l'époque, avant que le gouvernement n'interdise, voilà, que ces petites unités continuent le fonctionnement.
Pour moi, il ne faut pas trop Mais faire. dans le reportage de Jean-Paul Chouniat, on dit à un moment qu'il y a eu tentative. On a voulu corrompre 400 000 francs, le capitaine Mabonsi. Oui, mais cool. ça ne manque, 400 000, ça ne manque, si, ça ne on a rien à manque, se reprocher. ça ne Pourquoi manque pas sortir déjà 400 parce 000? que fabriquer les armes aujourd'hui est interdit. Ça veut dire que si on t'arrête, tu dois répondre de tes responsabilités. Seulement sur ce motif, on peut essayer de corrompre le capitaine de gendarmerie parce que justement cette personne n'a pas l'autorisation de fabriquer les armes artisanales, puisque depuis le début de la crise anglophone, il y a même un communiqué du ministre qui circulait et demandait même aux chasseurs de ne plus utiliser les armes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et dans tous les pays même. Je pense que la fabrication des armes artisanales aujourd'hui est interdite. Donc, il y a de quoi cette personne peut essayer de corrompre les agents de force et de sécurité. Voilà. On termine avec vous, Maître Ngefak. Oui. On C'est peut Jalin. tranquille. À première vue, Après cet acte de nos éléments de la gendarmerie. Au contraire. J'étais Au contraire. disant qu'à première vue, à première analyse, je prends à mon compte ce que les autres copanélistes ont développé. Mais je reste circonspect sur un point. Il y a 3 ans, dans ma région d'origine, ça ne jeûne pas, les armes artisanales font partie du décor de nos activités culturelles. Oui. Pourquoi c'est depuis 3 ans que tout est interdit? Réglons le problème qui provoque l'interdiction. On a interdit les armes artisanales, ça tue la culture, ça fragilise les activités culturelles dans les zones. C'est comme ça qu'on a, c'est dans la même logique qu'on a interdit les machettes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Posons-nous la question. Demain, lorsqu'on va interdire l'usage des couteaux, un jour on interdira l'usage des plats en inox, un autre jour on interdira l'usage des plats en porcelaine. Alors, on nous imposera l'usage uniquement des feuilles de bananier. Ouais, c'est-à-dire on ira d'interdiction en interdiction pour nous retrouver à l'état de nature. Il faut à un moment donné s'interroger. Pourquoi nous nous sommes résignés à ne trouver pour seule solution que les interdictions? Pourquoi avant on n'avait pas ça? Il faut régler toutes ces petites questions et redonner confiance à la population. Je crois qu'il y a un laisser-aller exagéré qui dénature tout dans la société. Le policier qui devrait s'occuper d'autre chose se réduit à régler les problèmes basiques qu'il avait déjà oubliés il y a des décennies. Ça pose problème. Ce sont ces petits problèmes que nous devons régler. Nous ne devons pas nous contenter des petites cachettes qu'on a déterrées. Non. Il faut régler les problèmes qui provoquent ces situations de suspicion. Parce qu'on doit regarder. Vous avez dit là-bas, tel que je vois le reportage, on soupçonne que ce fabricant d'art artisanal serait, c'est le conditionnel, serait le fournisseur de quelques armes du côté des sécessionnistes. On est au conditionnel. C'est-à-dire, personne n'est sûr. On doute. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prévoir, on ne doit pas le secouer. Mais on ne doit pas renverser les données. On ne doit pas être dans un système accusatoire à tout prix. Non. Vérifier, surveiller, mais ne le présentez pas comme un coupable tout de go. Vous-même, vous dites qu'ils ont utilisé le conditionnel. Mais j'ai dit ceci. Oui. Ils n'ont pas accusé. L'image projetée en premier, c'est voilà une source d'approvisionnement. Et justement, parce que le reporter n'est pas sûr, il a utilisé le conditionnel. Le gendarme qui le présente, c'est voici un grand butin. C'est à la fin qu'il dit il paraît que ça financerait ou bien ça aiderait les commissions. C'est-à-dire on dilue le vrai problème. Non. Pour moi, le vrai problème, c'est de régler
ce que je viens d'expliquer. Pourquoi les interdictions? Il faut régler les causes de ces interdictions. Tant que ce n'est pas réglé, on n'est pas sorti le match. Docteur Rifoué, des Camerounais rapatriés là, on dit qu'ils étaient en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur pour eux? Pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir peur pour eux? Ils ont été reçus par les autorités. Les tests Covid ont été effectués. Peut-être que certains seront mis en quarantaine. Je suppose qu'ils sont les bienvenus. Hein. Vous supposez? Oui, je suppose qu'ils sont les bienvenus, mais ils sont chez eux au Cameroun. Donc, ils sont les bienvenus. Je n'ai personne de ma famille dans le contingent des rapatriés, mais je souhaite bon retour au bercail à tous ceux qui étaient en situation irrégulière aux États-Unis. Pourquoi maintenant? Je leur dis, mais pourquoi maintenant? C'est un projet. Pour ceux qui suivent l'actualité américaine, le projet de rapatriement des personnes en situation illégale est un projet qui court depuis pratiquement 2 ans. C'est-à-dire au moment où Trump a lancé son projet de construction du mur à la frontière avec le Mexique, il y avait également derrière ce projet de construction d'un mur le fait qu'il fallait faire partie toutes les personnes qui se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire américain. Maintenant, c'est tombé sur une centaine de compatriotes camerounais. Je pense qu'il y a des opportunités au Cameroun et je les invite à saisir ces opportunités-là. Lesquelles par exemple? Lesquels, par exemple? Écoutez, il y a l'agriculture. Hein. La terre ne ment pas, dit le proverbe. Donc, je les invite à s'intéresser à la culture. Quand ils partaient du Cameroun, il n'y avait pas la terre? Oui, il y avait. Vous savez pourquoi ils sont partis? Mais, bien sûr. Vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et c'est pour ça que je leur dis, l'herbe est aussi verte ici. Sauf que le bonheur... Quand ils partaient, l'herbe n'était pas verte? Ils ont pensé que l'herbe serait plus verte aux États-Unis. Voilà. Mais il se trouve qu'ils sont revenus à l'insu de leur plein gré et nous on leur souhaite bon retour et ce qu'on leur dit c'est que l'herbe peut être aussi verte ici qu'aux États-Unis. Donc il va falloir qu'ils travaillent à se réinsérer socialement, il va falloir qu'ils développent des activités parce qu'on peut aussi créer de la richesse au Cameroun, on peut créer de la richesse à Douala, on peut créer de la richesse à Yaoundé, on peut créer de la richesse dans le Lébialem, on peut créer de la richesse à Fongo-Tongo. Il suffit de s'investir et de travailler un peu. Le Cameroun est encore une terre d'opportunités et ces opportunités doivent être saisies d'abord par les Camerounais. Et j'invite ces diasporiens qui ont fait un tour aux États-Unis, qui pour certains ont prétendu que leur vie serait menacée aujourd'hui, serait menacée au Cameroun, à bien jouir de l'air de Douala et plus tard de l'air de Yaoundé, à rejoindre leur famille. Et ce que je leur dis, c'est commencer à réfléchir à ce que vous allez faire parce qu'il y a des opportunités et je vous invite à les saisir. Faustin Zodjo, je sens que vous ne partagez pas l'optimisme de Patrick Rifoué. Ça, ce n'est même pas de l'optimisme. C'est à la limite des incantations parce que l'optimisme est également réaliste. Parce que quand j'imagine que ces gens seraient partis du Brésil, grimper les montagnes au Mexique et se retrouver aux États-Unis, se faire rapatrier et on leur demande d'aller dans le Lébialem et créer de la richesse. Lorsque nous savons que même le président de la République de ce pays, l'actuel, de fait, ne peut pas aller au Lébialem, là où la guerre que le gouvernement a déclarée a élu domicile. Quand j'écoute Dr Rifoué dire qu'on peut créer de la richesse au Cameroun et qu'il y a des opportunités, et que je sais que lui-même il est un jeune Camerounais comme moi, mais qui n'a jamais créé de la richesse, parce que lui-même, il est d'accord avec moi. Et que la plupart de nos enseignants, après la soutenance de leurs thèses, se contentent de l'enseignement parce qu'il n'y a pas autre opportunité qu'enseigner. Parce qu'ailleurs, les docteurs en économie sont parfois des directeurs de très grands cabinets. Les docteurs en sociologie sont des directeurs de très grands cabinets, de grands consultants. Mais chez nous,
Les docteurs sont obligés de gréver à Yaoundé pour demander une intégration parce qu'il n'y a pas autre opportunité que d'aller enseigner. Je ne sais pas s'ils pensent que quelqu'un qui a trouvé une possibilité, une occasion dans une société peut parcourir les montagnes du Mexique pour se retrouver aux États-Unis. Ça, ce n'est même plus la recherche de la survie. C'est une façon de dire que dans cet environnement, il n'y a pas vie. Et quand il parle, je me dis qu'il y a des Camerounais au Maroc, en Libye, qui l'écoutent. Et que lui, il estime que ceux-là sont partis parce qu'ils n'ont pas pu saisir les opportunités que nous offre le Cameroun. Alors là, je me demande, est-ce que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où lui, les militants, n'a pas un autre Cameroun dans son cerveau, et que le Camerounais, à lui, a le vrai Cameroun entre les mains. Quand il parle d'opportunité dans les Bialem, c'est une façon de se moquer des Camerounais. Il se moque même de la guerre qui se vit là-bas. Il rit, il insulte. Parce que dit qu'on peut faire de la richesse à Fongo Tongon, c'est dit par exemple, comme Maître disait tout à l'heure, qu'on parcourt 28 km, 26 km en 8 heures de temps. Et puis lui, il balaie ça comme ça. Il dit, malgré les 8 heures de temps pour parcourir 26 km, on peut faire de la richesse. Donc ces gens qui sont partis ont été dans l'erreur. Vous voyez jusqu'à quel niveau on ne prend rien au sérieux dans ce pays. On dit qu'ils ont été reçus par les autorités administratives. Ce n'est pas la première fois qu'on rapatrie les Camerounais. Que sont devenus ceux qu'on est allé chercher en Libye? On a dit qu'il y a des opportunités. Il nous dit que l'agriculture ne trompe pas, mais ils sont repartis. Voilà. Parce que, vous savez... N'ont pas trouvé des opportunités. Moi, personnellement, j'ai fait la route de l'aventure. Vous le savez. Moi, j'ai des images qui circulent encore jusqu'à aujourd'hui, des images de la terreur. J'ai parcouru une dizaine de pays dans les mêmes conditions. Alors, je connais le discours que ces gars tiennent à l'intérieur. Certains sont prêts à mourir que de retourner au Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas imaginer un pays où, à l'âge de 40 ans, les détenteurs de Master 2 sont couchés sur les canapés chez leurs parents et demandent l'argent de baigner à papa. Vous ne pouvez pas imaginer un pays où quelqu'un sort de l'école, trouve un boulot et ne peut pas soigner sa mère à hauteur de 500 000 francs dans un hôpital parce que le salaire est minable et que la loi sur le travail a demandé à l'employeur de négocier avec l'employé, quitte à ce que les conditions obligent l'employeur à accepter un salaire de 10 000 francs par an. Vous voyez, alors on vient sur le plateau de télévision, on nous dit bienvenue au Cameroun. Mais pourquoi ils sont partis? Maître disait tout à l'heure qu'à un moment donné, il faut régler les problèmes de fond au lieu de se contenter sur les conséquences et brandir, je dirais, ces conséquences comme des avancées, comme des trophées. Moi, je vais dire à ces compatriotes qui sont revenus déjà beaucoup de courage à eux, parce que je sais ce que ça fait, parce que j'étais rentré sans qu'on ne me rapatrie, mais j'ai connu des difficultés malgré que je sois rentré librement. Et j'imagine ceux qui sont rentrés brusquement après avoir passé 5 ans, 10 ans sur les montagnes au Mexique et qui se font rapatrier. Et tout ce qu'on trouve à dire sur des plateaux de télévision, ils n'ont qu'à aller faire l'agriculture. Pourquoi on ne les a pas donné cette opportunité de faire l'agriculture bien avant? Voilà, merci. Maître Ngefa, pour vous, ces Camerounais qui sont rentrés, qu'est-ce que vous leur dites? Je sais qu'ils vous regardent en ce moment. Ouais, Dr. Patrick Griffoé a parlé de l'EBLM. I would like to say what you are saying is not painful for all those who are there, for all those who are from l'EBLM. Si tu étais de l'EBLM, tu comprendrais que si tu habites à l'eau, il n'y a que la moto qui peut te prendre à Tcham et t'amener à l'eau. Si tu habites Menji, il n'y a que le bille qui peut t'accompagner. Si tu habites chez Fonjou Mametok, soit tu déménages, soit tu es cueilli par la bande à Yeke qu'on vient d'assassiner. Si tu habites Fongo Tongo, tu comprendrais que pour parcourir 13 km, il te faut prendre 2 heures, souffrir avec le sous-préfet, t'arrêter chez lui sans lumière, t'arrêter chez lui sans eau. Il te faut souffrir avec monsieur le maire Ndongue Paul. Si vous le connaissez, vous saurez que Yaoundé c'est beau,
parce que ce monsieur était un grand architecte de la communauté urbaine de Yaoundé. Il a préféré retourner chez lui. Il se bat pour parcourir 13 km, aller chez lui. Il utilise les bottes. Vous auriez compris. D'ailleurs, lorsque vous prenez le Lébialem comme élément d'exemple pour cela, je vais vous dire, il n'y a pas de comparaison à faire. L'agriculture là-bas est dense. Si vous connaissez le Macabo, vous, je ne vous vois pas en train de porter une portée sur un sillon, parce qu'il y a des tubercules qui sortent avec des tailles de près d'1 mètre. Je parle du Macabo. Ça ne passe plus parce que vous avez laissé faire avec la pourriture de la guerre du Nozo. Si vous étiez là-bas, vous aurez compris que là-bas, s'il faut faire avec les fruits, c'est les fruits de saison. Si vous étiez là-bas, vous aurez compris que c'est le troc, c'est le grand commerce. Si vous connaissiez la zone, vous auriez compris que nous souffrons à Douala, puisque le commerce entre Ekok et le Cameroun n'existe plus. Vous auriez compris que sur le trajet, même les nouvelles pompes à essence, même les nouvelles stations ont fermé. À ceux qui viennent d'arriver, vous savez, le Cameroun, c'est une terre promise. Nous pouvons vous le dire sincèrement, où vous étiez dans le pire des mondes. Revoyez et relisez Germinal, vous êtes de bienvenus. D'ailleurs, suivez juste l'histoire du coronavirus. Tous les êtres humains rêvent vivre au Cameroun, parce qu'ici, nous, on s'en fout du coronavirus. Dieu nous a protégés, Dieu nous a créés. Vous parlez comme Donald Trump, là, avec le coronavirus. Bon, lui, il parle chez eux, on meurt trop, malgré tout ce qu'ils ont. Ici, nous avons éradiqué l'affaire. Moi, j'ai été contaminé, je me suis soigné avec les plantes de chez nous. Puis j'exporte aussi ces produits, j'envoie soigner les autres. Les produits de Cléda. Donc, ce que je peux dire à ceux-là, les conditions que vous viviez là-bas, vous n'aurez plus jamais ces conditions en vivant au Cameroun. C'est le meilleur pays qui soit. Et revenez, s'il y a un combat, c'est juste un combat d'idées. Ne faites pas comme le RDPC, qui a un combat de peur, qui n'a pour seule arme que la peur. Ok. Voilà. Merci. Docteur Luisan Isomba, à vous, les compatriotes qui sont de retour. Bien entendu. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, je vais tenir aussi un langage d'apaisement et de réconfort pour indiquer que lorsque Donald Trump est monté au règne du pouvoir, il avait déjà annoncé, vous savez, dans l'idéologie républicaine qui est la sienne, il avait déjà annoncé qu'il va assainir les États-Unis et il va permettre justement à ceux qui ont la possibilité d'y résider par les moyens de droit, c'est-à-dire que d'y rester par la légalité. Et c'est un combat, comme l'a dit le docteur Patrick Dufouet, qui a été donc engagé depuis fort longtemps, dont l'apothéose n'est que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, rappelez également que ailleurs n'est pas forcément l'Eldorado. Si chaque Camerounais pourrait vous raconter ce qu'il a vécu, vous comprendrez que personne n'oserait accepter vivre au Cameroun, mais acceptons d'être où nous sommes, parce qu'on peut à un moment donné se créer des opportunités. Alors pour ceux qui sont rentrés, moi je me réjouis, c'est genre autour du mode opératoire de transport, c'est-à-dire qu'en fait les États-Unis auraient pu tous les déposer en Somalie. Ils se seraient battus encore pour arriver au Cameroun. Moi, je crois que je suis plutôt fier de savoir que on les a déposés, parce que les Camerounais n'étaient pas les seuls. Il y a plein d'Africains qui y étaient, mais on s'est plus rendu compte en faisant le ratio que les Camerounais étaient un peu plus nombreux que les autres Africains. Mais les ramener à la terre promise, qui est leur terre patrie, qui est leur terre de nationalité, qui est leur terre de citoyenneté, je pense que à mon sens, ou du moins à mon avis, c'est quelque chose qu'il faille féliciter pour les États américains. Mais maintenant, pour nos compatriotes qui sont rentrés, on ne peut que leur demander justement de tout faire pour se réintroduire, pour se réinsérer dans la société. Ce n'est pas facile. Moi, je vous raconte très rapidement une anecdote. Le professeur Magloire, le recteur, avait en passant vu un de ses étudiants qui vendait, il avait une maîtrise, et il vendait les ananas en cours de route. Et celui qui reconnaît le recteur dans un embouteillage, il va, monsieur le recteur, vous avez été mon enseignant, mon doyen, mais vous faites quoi? Il dit, non, voilà, je vends les ananas. Le recteur lui dit, ah bon? Il dit, ok, retrouvez-moi au bureau.
quand le jeune le retrouve au bureau, l'aurait-elle inscrit en master 2? Il venait de soutenir sa thèse et il venait d'être recruté dans les 1000 enseignants. Donc vous voyez qu'il faudrait par exemple tomber sur des chances pareilles pour espérer justement avoir un peu de place au soleil. Donc, chers compatriotes, soyez les bienvenus, ressaisissez-vous, faites un effort de rentrer, de vous réinsérer dans la société. Il dit rien ce soir, Gorbatchev, Mikhail Non. Gorbatchev. Ok, merci. Ça donne à rien dit ce soir. Voilà, merci, merci cher monsieur d'être venu, merci pour vos différentes expertises, merci Faustin Zodjou, merci docteur Ifoué, merci maître Gefak, merci à vous. Un bonsoir particulier à la communauté de Lébi Alem. Ah oui, Lébi Alem, toujours. Merci docteur Luisin C'est moi. Isomba. Madame, Messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Demain, c'est notre rendez-vous lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, le Lébi Alem.